Hiver 1843. Le sous-préfet de Briançon écrit aux chanoines en charge de l'hospice de Montgenèvre à la frontière italienne. Je cite : « Pour parvenir autant qu'il peut dépendre de nous à diminuer le nombre d'étrangers mal intentionnés et de mauvaise foi, il faudrait n'admettre en France que ceux qui sont porteurs de titres réguliers de leur nation et renvoyer impitoyablement à la frontière ceux qui voyageraient sans passeport. » Réponse du chanoine au sous-préfet. Ces voyageurs présentent tous ordinairement des signes de misère. Leur refuser des secours analogues à leur malheureuse position serait un acte de cruauté dont peu de personnes auraient le triste courage de se rendre coupables. Jamais nous n'avons pensé que l'hospitalité donnée au Montgenèvre pût être un motif d'amener en France des étrangers sans aveu ou malfaiteurs. Pourquoi entreprendre un voyage de 50, 60, 80 ou 100 lieues pour trouver gratuitement à l'hospice un demi-litre de vin, un demi-kilo de pain, une soupe et un lit pour une nuit seulement? La création de l'hospice de Montgenèvre remonte au XIIIe siècle et témoigne de l'intensité des passages transalpins dès le Moyen Âge. Il fonctionna jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle. Géré par un ordre monastique, les trappistes, il était chargé de recueillir les voyageurs à toute heure du jour et de la nuit et de pourvoir gratuitement à leurs besoins pendant leur séjour. Par temps de brouillard, un des grands dangers dans la montagne, 2 moines ou employés de l'hospice se tenaient sur la route du côté de Briançon, 2 autres du côté du Piémont. Ils portaient une lanterne allumée avec du pain, du vin, et on sonnait une cloche à l'hospice et on allumait un fanal dans le clocher pour guider les voyageurs perdus jusqu'au refuge. Hiver 2020, il est 21h30. Un des derniers trains de Milan arrive à Oulx, sur le versant italien du Piémont, de l'autre côté de la vallée de Briançon. Des bénévoles de l'association Rainbow for Africa attendent, comme à chaque arrivée de train à la sortie de la gare, les exilés qui chercheront à gagner la France. Le TGV va jusque Paris, mais les contrôles d'identité étant devenus la règle à bord des trains, toute personne de couleur est contrôlée par la police entre Bardonecchia et Modane, et débarquée si elle ne possède pas de papiers en règle, les exilés se risquent de moins en moins à poursuivre au-delà du dernier arrêt italien. Pour la même raison, rares sont ceux qui tentent de prendre le bus qui relie Oulx à Briançon, au-delà de Clavières, le village italien à la frontière, les contrôles dans les bus étant fréquents. Les bénévoles italiens proposent aux exilés qui descendent du train de passer la nuit au refuge Don Bosco à Oulx, mis à disposition par les pères salésiens, où ils pourront se doucher, se restaurer, se reposer et trouver des vêtements mieux adaptés à la montagne que ceux qu'ils portent généralement, ainsi qu'une assistance médicale si nécessaire. De l'autre côté de la frontière, des bénévoles français se préparent à passer une partie de la nuit en montagne pour venir en aide aux exilés en difficulté, tandis qu'à Briançon, au refuge solidaire ou chez Marcel, un autre lieu ouvert, tout est prêt pour accueillir celles et ceux qui auront traversé le col et atteint la ville. Depuis 5 ans, ce sont en effet plus de 10 000 exilés qui ont ainsi rejoint la France. Près de 200 ans séparent ces 2 événements. Les voyageurs s'arrêtant à l'hospice de Montgenèvre venaient dans leur majorité de régions pauvres d'Italie, mais aussi de plus loin, d'Allemagne, de Pologne, d'Espagne, poussés par le manque de travail, la misère ou la guerre. Refoulés par les gendarmes s'ils tentaient de franchir la frontière illégalement, ils n'avaient alors d'autre choix que de retenter la traversée, au prix de risques plus importants. Ils y perdaient parfois la vie. Entre-temps, l'Europe s'est construite en une communauté d'États liés par des traités de coopération, et depuis l'entrée en vigueur de la Convention de Schengen en 1993, instituant un espace commun de libre circulation, les citoyens européens peuvent se rendre sans contrôle d'un pays à l'autre. Mais si les frontières intérieures ont été abolies pour eux, elles n'ont pas disparu, bien au contraire, pour celles et ceux qui viennent de plus loin. Leur franchissement a même été, ces 10 dernières années, rendu considérablement plus difficile et plus dangereux, par la présence de forces armées, de milices d'extrême droite, de barrières physiques, et les refoulements violents au mépris des droits humains sont devenus fréquents. Les frontières extérieures de l'Europe, celles qui maintiennent à distance les ressortissants des pays tiers, ont été, elles aussi, fortement renforcées. Les conséquences de ces mesures sont souvent dramatiques. Les 20 000 exilés morts en Italie depuis 2014,
morts en Méditerranée depuis 2014, les plus de 18 000 mineurs non accompagnés disparus en Europe, dont on a perdu la trace entre 2018 et 2020, les renvois illégaux d'exilés soumis à des traitements dégradants et d'une grande violence aux frontières sur la route des Balkans, comme en Croatie notamment, l'attestent. Celles et ceux qui, depuis 5 ans, cherchent à passer en France à la recherche de pays plus sûrs que les leurs et qui se font refouler par la police aux frontières, sont originaires non plus d'Europe, mais de pays d'Afrique ou du Moyen-Orient. Ce ne sont pas 50 ou 100 lieues que ces exilés ont parcourus, mais plusieurs milliers de kilomètres, par mer et par terre, pendant des mois, voire des années, au prix souvent de grandes souffrances. Mais comme celles et ceux qui les ont précédés, ils et elles retenteront de passer, 1 fois, 2 fois, 3 fois, davantage s'il le faut, malgré les risques, pour parvenir jusqu'à leur destination. Mon propos dans cette communication est d'analyser la frontière à partir du cas franco-italien dans les Alpes, comme le théâtre où se déploient et s'affrontent 2 logiques d'intervention auprès des exilés et de traitement de leur vie, difficilement conciliables, mises en œuvre par des protagonistes aux intérêts et aux positions opposées. On verra également comment ces interventions sont justifiées et légitimées par celles et ceux qui les portent. La première logique d'intervention est celle qui se fonde sur le principe de fraternité, principe inscrit dans la devise de la République, ainsi que dans le préambule et dans le corps de la Constitution, mais qui s'appuie aussi sur la Déclaration universelle des droits humains. S'agissant des exilés, quelles que soient les raisons qui les ont poussés à franchir la frontière, quelle que soit leur histoire, leur nationalité, leur couleur, leur vie et leurs droits doivent être respectés. C'est de cette logique d'intervention que se réclament les solidaires, comme ils se désignent eux-mêmes, qui défendent sur cette base le principe d'un accueil inconditionnel. La seconde repose sur le principe de la souveraineté de l'État, la lutte contre l'immigration irrégulière en étant une composante. Définie comme participant de la sauvegarde de l'ordre public, elle constitue de ce fait également un objectif de valeur constitutionnelle. Selon cette logique, c'est à l'État que revient le droit de contrôler ses frontières et de décider en toute souveraineté qui mérite l'accès sur le sol national et qui ne le mérite pas, quelles qu'en soient les conséquences pour les personnes refoulées, y compris si leur vie est ainsi mise en danger. Les forces de l'ordre déployées à la frontière, police et gendarmerie, fondent et justifient leurs missions et leurs interventions sur ce principe. Mais pour mieux comprendre ce qui se joue à la frontière franco-italienne aujourd'hui, il est utile de retracer la chronologie des événements survenus au cours de la période récente. Jusque récemment, en effet, Briançon n'était plus connu que des amoureux de la montagne, comme une jolie petite ville-étape sur un chemin de grande randonnée et une station touristique permettant la pratique de sports d'hiver, comme ville de cure également. On y soignait la tuberculose dès le début du XXe siècle et le climatisme fait depuis lors partie de l'identité de la ville. Le col de Montgenèvre, très traversé pendant les saisons touristiques, l'était beaucoup moins le reste de l'année, et l'activité au poste frontière était devenue relativement réduite. Quant aux agents en poste, beaucoup avaient choisi cette affectation par goût de la montagne et du ski. Aux côtés des touristes et des habitants de la région, des exilés passaient aussi toutefois, venant des pays Balkans, mais aussi d'Afghanistan ou d'Algérie ou d'ailleurs. Les passages clandestins ont toujours existé, mais comme le disait une bénévole, on n'en parlait pas. Il y a toujours eu des passages. Du temps de mon grand-père, il y avait des passages des Italiens, des Croates et d'autres, mais on n'en parlait pas. Mais si les passages d'Italie en France n'ont jamais réellement cessé, 2 séries d'événements sont à l'origine d'un nouveau moment dans l'histoire migratoire de la région et dans les réponses apportées à cette situation, tant par la société civile que par l'autorité publique. Le premier moment, à l'automne 2015 et l'hiver 2015-2016, qui a été marqué par l'arrivée d'exilés en plus grand nombre et par des drames humains survenus aux frontières de l'Europe et jusque dans la vallée de Briançon. Le second, au printemps 2018, quand les exilés ont été la cible d'un mouvement d'extrême droite, alors que dans le même temps, la frontière se militarisait. Pour reprendre ces 2 moments, le premier donc, à l'automne 2015, répondant à une demande de l'État qui voulait démanteler la jungle de Calais, en assurant les exilés qui accepteraient de la quitter que leur demande d'asile en France serait examinée, la ville de Briançon a accueilli un premier centre d'accueil et d'orientation, qu'on appelle CAO,
soit une vingtaine de personnes, dont des familles, originaires de pays d'Afrique et de Syrie. La Maison des jeunes et de la culture de Briançon, qui avait déjà une longue expérience de travail avec les personnes étrangères, porta ce CAO en collaboration avec la municipalité. Très rapidement, des habitants de la ville, mais aussi des associations existantes comme le Secours catholique ou la CIMAD et d'autres, ainsi que les églises, se sont portés volontaires pour participer à cet accueil. Toutes les personnes reçues dans ce premier CAO, ayant effectivement pu demander l'asile et presque toutes l'obtenir en quelques mois, la ville et la MJC ont accepté de recevoir un second CAO. Cette fois, les 20 personnes envoyées étaient des hommes seuls, originaires du Soudan. Mais, à la différence de son prédécesseur, le nouveau préfet du département refusa de leur accorder le droit de déposer une demande d'asile en France. Cette décision provoqua un sentiment de trahison et de colère, tant chez les exilés que chez les solidaires. L'État manquait à sa parole. Les exilés entamèrent alors une grève de la faim. Après avoir risqué leur vie au cours de leur exil, ils la mettaient de nouveau en jeu pour faire valoir leurs droits, soutenus par celles et ceux parmi les habitants qui les accompagnaient déjà depuis des mois. À la même période, le 2 septembre 2015, Aylan Kurdi, un petit garçon syrien d'origine kurde de 3 ans, est retrouvé mort sur une plage de Turquie, le bateau sur lequel il avait embarqué avec sa famille pour tenter de rejoindre la Grèce et fuir les combats en Syrie ayant chaviré. La photo du petit garçon est publiée dans tous les médias le lendemain. Elle provoque une très forte émotion, qui sera à Briançon à l'origine de l'appel « Pas en notre nom », porté par des citoyens de la ville dénonçant la fermeture des frontières européennes et les dangers que cette politique faisait courir aux exilés qui tentaient de rejoindre l'Europe par tous les moyens. Quelques mois plus tard, Pas en notre nom se constituera en association sous le nom de Tous migrants, se définissant, je cite, comme un mouvement citoyen pacifiste de sensibilisation et de plaidoyer autour du drame humanitaire des migrants en Europe. Le 5 mars 2016, Mamadou, un jeune Malien de 25 ans, est retrouvé par des habitants de la vallée totalement épuisé, à moitié gelé, après qu'il eut passé 12 heures à marcher dans la montagne pour tenter de rejoindre la France, la nuit, par moins 15 degrés, la neige lui arrivant à la taille, habillé d'un jean, d'un pull et d'une veste légère et chaussé de tennis. Transporté à l'hôpital de Briançon, où il restera plusieurs mois, il devra être amputé de ses 2 pieds. Mamadou n'était que l'un des jeunes hommes originaires d'Afrique qui, à partir de la fin de l'année 2015, tenteront toujours plus nombreux de franchir l'un des cols menant en France depuis le Piémont. En effet, les premiers passages étaient principalement le fait d'hommes jeunes, seuls ou en petits groupes souvent formés sur la route de l'exil, partis d'Afrique, de pays francophones très souvent, Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Cameroun. Certains avaient traversé la Méditerranée puis l'Italie récemment. La plupart avaient séjourné des mois, voire des années en Italie, avaient pu s'y installer, munis de titres de séjour humanitaire. Ces titres n'ayant pas été renouvelés, ils ont repris le chemin de l'exil, espérant obtenir l'asile en France. Le second moment charnière s'est déroulé au printemps 2018, quand des militants de génération identitaire, mouvement d'extrême droite anti-migrants aujourd'hui dissous, ont réalisé une opération quasi militaire au col de Montgenèvre, qu'ils ont fortement médiatisé notamment sur les réseaux sociaux, recréant symboliquement une frontière en formant une chaîne composée de barrières en plastique et de jeunes activistes, tous extérieurs à la région, vêtus d'uniformes bleus, et partant à la recherche d'exilés dans la montagne pour les remettre aux forces de l'ordre en vue de leur refoulement. Dès le lendemain de cette opération, plusieurs centaines d'habitants des vallées françaises et italiennes autour du mont Genèvre organisaient une contre-manifestation sur la frontière, affirmant leur solidarité inconditionnelle avec les exilés et dénonçant le non-respect de leurs droits et leur mise en danger. C'est à partir de ce moment aussi que la frontière a été militarisée. Alors que jusque-là, la présence des forces de police était relativement limitée, il était exceptionnel de rencontrer des agents de la police aux frontières en dehors du poste lui-même. Désormais, leurs effectifs se sont vus renforcés, notamment par des agents venus de Calais, rompus au contact avec les exilés, et les escadrons de gendarmes mobiles ont été à partir de ce moment régulièrement déployés dans la région, patrouillant dans la montagne et multipliant les contrôles de véhicules à la recherche d'exilés cachés. Ce déploiement de forces supplémentaires intervenait dans le cadre d'un nouveau durcissement de la politique migratoire en France et du vote de la loi Asile et Immigration, approuvée définitivement le 1er août de cette année-là,
et dénoncé par les associations de défense des personnes étrangères comme un texte qui, sur de nombreux points, consacrait un recul important de leurs droits. Pour les habitants de ces vallées relativement isolées, le monde extérieur faisait ainsi irruption dans leur quotidien. En effet, bien qu'elles soient situées très loin des frontières extérieures de l'Europe et que la frontière italienne avait en quelque sorte disparu pour eux, leurs habitants se sont trouvés soudain confrontés à l'arrivée d'exilés de plus en plus nombreux, à leur détresse et à la dureté de la réponse des forces de l'ordre à cette situation. La géopolitique faisait son entrée dans la vallée. Les répercussions de la déstabilisation de l'Afrique subsaharienne, en grande partie liées à la chute de Mouammar Kadhafi orchestrée par la France, la Grande-Bretagne et leurs alliés, qui poussent des milliers de personnes à tenter de rejoindre l'Europe par la Méditerranée pour échapper aux violences, celle de la guerre en Syrie, qui depuis 2011 a causé la mort de 500 000 personnes et en a poussé 5 millions sur les routes de l'exil, celle du difficile retour à la normale en Irak après des années de guerre, celle de l'instabilité à nouveau croissante en Afghanistan, plus proche de nous, le durcissement de la politique italienne en matière d'immigration, créant de nouveaux illégaux, pour ne citer qu'elles, ne sont plus seulement des informations lues dans la presse et des faits se déroulant dans des contrées plus ou moins éloignées, mais sont devenus pour les habitants de ces vallées une réalité concrète. Les hommes, les femmes, les enfants qui ont fui la misère et la violence sont celles et ceux qu'ils croisent sur un sentier, au bord d'une route, dans un abri précaire dans la montagne. Comme le dit un bénévole, moi je suis pisteur accompagnateur, je passe pas mal de temps en montagne. C'est en faisant du ski, du côté du col de l'Échelle ou de la randonnée, que par hasard on s'est trouvé face à des exilés. On ne pouvait pas laisser ces gens en difficulté, alors qu'on n'y était pas du tout préparé. On est tous venus là pour la montagne, en se disant « ici on est tranquille, on va pouvoir élever nos enfants loin des soucis de ce monde ». Et en fait, on ne pouvait pas être plus près de tout ce qui se passe dans le monde. De Clavière, dernier village italien avant la frontière à Montgenèvre, premier village français, la distance par la route est de 3 km. Mais la route est rarement empruntée par les exilés car elle passe devant le poste frontière. Presque toujours, ils et elles prennent donc la route de la montagne, généralement de nuit, cherchant des chemins ou des pistes, certains marqués car ce sont des chemins de randonnée, d'autres plus aléatoires. Et si les premiers passages étaient surtout le fait d'hommes seuls, depuis 1 an, ce sont de plus en plus souvent des familles entières, parents, enfants y compris très jeunes, grands-parents, venus du Moyen-Orient et principalement d'Afghanistan et fuyant la violence et l'insécurité, qui cherchent à rejoindre l'Allemagne ou l'Angleterre. Tous ces exilés ont quitté leur pays depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, avec des haltes plus ou moins longues, parfois voulues, souvent forcées le long du chemin. Beaucoup d'entre eux ont subi des violences le long de leur périple, dont ils et elles ont, des mois ou des années plus tard, encore du mal à parler. Ils voyagent légers. Un petit sac à dos contient tous leurs biens. Ils ont un téléphone dans la poche. Les premiers contacts entre habitants exilés ont été fortuits. Petit à petit, des réseaux informels d'amis, de voisins se sont constitués pour venir en aide aux exilés, les héberger, les restaurer, leur permettre de poursuivre leur route. Mais ces secours spontanés n'ont bientôt plus suffi, les passages s'accélérant et s'intensifiant. Il a fallu s'organiser. S'organiser pour venir en aide aux exilés en difficulté dans la montagne. C'est ainsi qu'est né le collectif des maraudeurs. Les maraudeurs sont des habitants de Briançon et des vallées et des villages et bourgs de la vallée de la Durance et de la Clarée, bons connaisseurs de la montagne, qui depuis 5 ans se rendent presque chaque nuit, parfois en journée, en différents points, pour secourir le cas échéant les exilés ayant franchi la frontière. Ils emportent dans leurs véhicules des boissons chaudes, des vêtements, des couvertures de survie, des kits de premiers soins. Des médecins et infirmières de Médecins du Monde les accompagnent régulièrement. S'organiser aussi pour héberger les personnes arrivant à Briançon, généralement épuisées par de longues heures de marche dans des conditions difficiles, parfois blessées en raison de chutes ou d'engelures l'hiver. Car si par la route en voiture on franchit les 10 km qui séparent la frontière de Briançon en 20 minutes, et en 3 heures lorsqu'on emprunte le chemin de grande randonnée en journée, ce sont souvent 6, 8, 10 heures ou davantage qu'il faut aux exilés pour parvenir à Briançon. En effet, ils doivent souvent s'éloigner des chemins pour éviter d'être repérés par les forces de l'ordre, ou bien ils se perdent, car la neige ou le mauvais temps ont pu effacer le chemin. Les hébergements proposés par des habitants volontaires au début ne suffisant plus, parfois ce sont plus de 100 personnes qu'il faut accueillir, c'est ainsi que sont nés
le refuge solidaire est chez Marcel. Ouvert à l'été 2017 et géré par une association d'habitants créée à cet effet, le refuge solidaire accueille les exilés jour et nuit depuis 4 ans donc, grâce à des dizaines de bénévoles et de salariés. Les exilés pourront y séjourner le temps de reprendre des forces. Ils seront vus par un médecin ou une infirmière s'ils le demandent, recevront des informations et des conseils quant à la suite de leur voyage. Beaucoup d'exilés ne restent que quelques jours, voire quelques heures. En effet, Briançon n'est qu'un point de passage, une courte étape dans leur périple. Leur destination finale est l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne ou un pays scandinave. S'ils souhaitent rester en France, ce sera, disent-ils, Paris, Lyon ou Marseille, le plus souvent. Un second lieu d'accueil, chez Marcel, a été ouvert à la même période. Il s'agissait d'un squat, une maison dont le propriétaire était décédé et qui a été entièrement rénovée par de jeunes bénévoles pour y accueillir des exilés et fonctionnant en autogestion. Les solidaires ne forment toutefois pas un groupe homogène. Si la fraternité et l'accueil inconditionnel et la conviction que toute vie doit être respectée, préservée, sauvée, constituent leur matrice commune, le moteur et l'élément fédérateur de leur action, d'autres raisons, d'autres principes peuvent s'y ajouter. Toutes et tous n'ont pas non plus la même histoire, les mêmes convictions politiques, philosophiques ou religieuses. Plusieurs profils, qui d'ailleurs parfois se croisent ou se chevauchent, peuvent ainsi être identifiés. Les historiques, les habitants de la vallée qui, dès 2015 et parfois avant, se sont engagés dans l'aide aux exilés de diverses manières, et les nouveaux venus, des touristes, des étudiants, des chercheurs, qui les rejoignent, qui parfois même finissent par s'installer dans la région. Les expérimentés, qui ont une longue pratique antérieure du secours en montagne ou de l'engagement auprès des migrants ou exilés, en raison de leur activité professionnelle ou associative, et les néophytes, qui découvrent l'engagement civique à la faveur de la situation rencontrée depuis 5 ans. Les permanents, dont l'aide aux exilés est devenue l'activité principale, et les occasionnels, qui les aident lorsqu'ils le peuvent. Les militants politiques ou syndicaux, souvent engagés antérieurement dans d'autres luttes, au plan national ou au plan local, comme la mobilisation contre la ligne à haute tension dans la vallée de Briançon, ou celle contre le train à grande vitesse du côté italien, et pour qui le soutien aux exilés relève aussi de l'action politique et qui luttent pour faire respecter leurs droits. Et les croyants, qui insistent sur le caractère humanitaire de leur engagement et pour qui aider les exilés fait partie de leur éthique religieuse. Les pragmatiques, enfin, qui, sans renier leurs convictions, recherchent l'efficacité dans les actions qu'ils entreprennent en faveur des exilés, dans le respect de la loi, et les radicaux, qui refusent toute concession et prônent, le cas échéant, la désobéissance civile et qui contestent l'existence même des frontières. Des conflits ont pu exister entre solidaires, existent encore parfois, sur les moyens à employer, sur les modes de relation avec les autorités. Certaines personnes se sont désengagées au fil du temps, moins en raison de désaccords toutefois qu'en raison de l'épuisement ressenti. Sortir toutes les nuits dans la montagne, héberger régulièrement des exilés, se confronter aux forces de l'ordre, être accusé du délit d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier quand on agit par solidarité et fraternité, tout cela pèse. Mais les 5 années qui se sont écoulées ont plutôt conduit, malgré les difficultés, à un renforcement des liens entre les uns et les autres. Les passerelles créées entre personnes et organisations qui jusque-là parfois s'ignoraient, les actions menées en commun, la mobilisation contre les nombreux obstacles rencontrés, l'expérience partagée des difficiles interactions avec les forces de l'ordre, le soutien à celles et ceux contre lesquels des procès ont été intentés, ont créé une forte dynamique et permis non seulement d'inscrire les actions d'accueil et de solidarité avec les exilés et de défense de leurs droits dans la durée, mais aussi de forger des alliances avec d'autres organisations humanitaires et de défense des droits, au plan local comme au plan national, pour faire avancer la cause des exilés. C'est donc dans la confrontation à des situations réelles, concrètes, c'est donc la confrontation à des situations réelles, concrètes, qui a fait de ces habitants de la vallée de Briançon des solidaires. La rencontre d'hommes, de femmes, d'enfants en difficulté, parfois en détresse. Pour eux, dans ce milieu naturel montagnard souvent hostile, protéger et sauver les vies était une évidence. La référence aux principes de fraternité et de solidarité et la justification de leurs actions au nom de ces principes est intervenue dans un second temps, quand il a fallu qu'ils se défendent contre les harcèlements de la police
et qu'ils se justifient devant les tribunaux le cas échéant, quand les atteintes aux droits des exilés aussi devenaient manifestes. Car en effet, sur le terrain, dans la montagne, exilés, mais aussi solidaires, se trouvent régulièrement confrontés aux forces de l'ordre. Depuis 2018 et le durcissement de la politique migratoire, la frontière franco-italienne a été réaffirmée dans le but d'empêcher les passages illégaux. Les effectifs de la police aux frontières ont été fortement augmentés et encore doublés en 2020. Ils sont équipés de moyens modernes de déplacement et de surveillance et épaulés régulièrement par des escadrons venant d'autres régions. Les policiers ne se contentent plus de faire des contrôles aux postes frontières sur la route qui mène à Briançon. Ils effectuent désormais des patrouilles à la recherche d'exilés, cherchant à les intercepter. Ces patrouilles en montagne font prendre à ces derniers des risques importants. Outre celui de se perdre et de passer de nombreuses heures dans le froid et les intempéries, les exilés perdent aussi la vie dans la montagne. Depuis 2015, 4 personnes d'origine africaine ont trouvé la mort, 2 ont disparu, 3 ont été très grièvement blessés et gardent des séquelles permanentes. S'ils sont conduits au poste frontière, les exilés dans leur très grande majorité sont renvoyés en Italie, au mépris souvent de leurs droits, car même celles et ceux qui pourraient ou voudraient demander l'asile ou se prévaloir de leur minorité pour être pris en charge par les services de l'aide à l'enfance du département sont arrêtés et refoulés. Les témoignages sont en effet nombreux de personnes refoulées sans avoir pu déclarer vouloir demander l'asile ou faire valoir leurs droits en tant que mineurs. Les bénévoles italiens estiment que 20% des jeunes ayant séjourné au refuge de Oulx et se déclarant mineurs auraient ainsi été refoulés, leurs documents ayant même été parfois modifiés, la date de naissance corrigée pour les vieillir par les agents à la frontière. D'autres restent enfermés dans des locaux inadaptés pendant des heures. Certains agents les brutalisent parfois. Ces informations arrivent aux exilés par l'intermédiaire de celles et ceux parmi leurs connaissances qui ont déjà franchi cet obstacle et se sont heurtés à ces refoulements avant de pouvoir finalement passer. À cet égard, il est important de noter que dans le cas des frontières, ceux qui contreviennent aux lois et ignorent les droits des exilés, qui en ont déjà peu, sont souvent ceux-là même qui sont chargés de les faire respecter. La police aux frontières intercepte, contrôle et interpelle aussi de plus en plus souvent les solidaires, et particulièrement les maraudeurs, qu'elle soupçonne, voire accuse, de favoriser les passages irréguliers. Contrôle d'identité répété, contrôle et immobilisation des véhicules, délivrance d'amendes, convocation pour des auditions, plaintes déposées pour rébellion et outrage ou pour délit d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier sont des moyens régulièrement utilisés. Ils rendent l'action des solidaires plus difficile et risquée. Ils mettent parfois aussi en danger les exilés secourus. Pour ne donner que 2 exemples, une nuit de l'hiver 2018, une équipe de 2 maraudeurs rencontre 6 exilés dans la neige, dont une Nigériane enceinte de 8 mois et demi, portée par 2 hommes car elle ne pouvait plus marcher. Ils décident de la faire monter dans leur véhicule avec son mari pour la conduire à l'hôpital de Briançon. Avant d'atteindre Briançon, leur véhicule est intercepté par la police qui les retient 1 heure malgré la souffrance visible de la jeune femme. Conduite finalement au centre hospitalier de Briançon, elle accouchera in extremis par césarienne. Le père, retenu au commissariat, ne pourra rejoindre son épouse que sur insistance du personnel de l'hôpital. Une nuit de l'hiver 2021, une famille afghane, le père, la mère et 3 fillettes âgées de 5, 8 et 12 ans parviennent au col de Montgenèvre après un difficile et long voyage sur la route des Balkans. Ils voyageaient en compagnie d'une autre famille afghane. Arrêtés au poste frontière, la seconde famille, dont un bébé de quelques mois et une petite fille de 2 ans, est finalement relâchée, de même que 2 des fillettes, leurs parents et leurs sœurs étant retenus au poste frontière. Pris en charge par 2 équipes de maraudeurs, c'est en arrivant au refuge de Briançon que les bénévoles se sont rendus compte que les 2 fillettes avaient été séparées de leur famille. Remontant au poste frontière, un médecin bénévole de Médecins du Monde demande à la police à ce que la famille soit réunie. Il passera plusieurs heures au poste, sera soumis à une audition libre par un officier de police judiciaire, risquera donc une convocation par la justice, mais obtiendra finalement que les parents et la petite sœur soient relâchés et pourra repartir jusqu'au refuge avec eux. Rappelons que la France a signé la Convention internationale des droits de l'enfant et la Convention européenne des droits de l'homme. Lorsqu'on les interroge, les policiers de la PAF nient toutefois toute responsabilité dans la mise en danger des exilés. Ils incriminent au contraire, d'une part, les passeurs,
qui, d'après eux, enverraient les exilés sur des itinéraires dangereux, ils rejettent d'autre part la faute sur les solidaires, qui, par leur présence et leur action, créeraient un appel d'air incitant les exilés à prendre des risques inconsidérés. Toutefois, pour éclaircir un tout petit peu le tableau, d'autres unités des forces de l'ordre interviennent en montagne. Il s'agit de la Compagnie républicaine de sécurité de montagne, la CRS Montagne, et du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne. Elles sont investies d'une mission de secours et non de contrôle à la frontière. Toute personne en situation de danger sera secourue de la même manière. Leurs interactions avec les exilés ne représentent cependant qu'une part très très marginale de leurs interventions. Ces policiers et gendarmes secouristes se réclament d'une éthique du secours. D'autres policiers, y compris au sein de la PAF, la police aux frontières, ne considèrent pas non plus les exilés comme des criminels et les solidaires comme des ennemis. En particulier, celles et ceux qui ont fait le choix de Briançon comme lieu de vie et de travail, qu'ils y soient nés ou qu'ils s'y soient installés plus tard par amour de la montagne, bien avant la crise dite des migrants, et qui ont souvent des attaches locales, y compris parmi les solidaires. Mais, d'une manière générale, celles et ceux qui se sont engagés dans la police aux frontières souhaitent participer au maintien de l'ordre et partagent la conviction que leur mission est juste, d'autant qu'ils sont convaincus que les personnes qu'ils refoulent ne méritent pas d'être accueillies en France, parce qu'ils ne sont pas en règle ou parce qu'ils sont de mauvaise foi, en écho aux propos du sous-préfet de 1843. Chargés de mettre en œuvre la politique migratoire à la frontière, policiers de la PAF et gendarmes justifient dans ce cadre leur mission et leurs actions. Ils luttent contre l'immigration illégale et contre les passeurs, source de troubles à l'ordre public, selon eux. S'ils ne nient pas que des risques existent pour les exilés qui veulent franchir la frontière, ils en déclinent toute responsabilité. Ils se définissent comme les garants du contrôle aux frontières au nom de la souveraineté de l'État. Quelques mots de conclusion. La question de la vie est au cœur de ce qui se joue à la frontière, plus précisément celle de l'inégalité des vies. Car les citoyens européens circulent librement et sans danger, mais les femmes et les hommes, souvent sujets d'anciens empires coloniaux d'Afrique de l'Ouest ou de l'Est, qui après les indépendances ont servi de réservoir de main-d'œuvre acheminée en Europe en tant que de besoin, risquent aujourd'hui leur vie en voulant franchir la frontière des Alpes. De même que celles et ceux qui viennent du Moyen-Orient, de pays en guerre ou en proie à la violence, situation parfois même provoquée par les puissances occidentales comme en Afghanistan ou en Irak. C'est dans ce traitement inégal des vies, vie réelle et non vie métaphysique ou abstraite, que se donnent à voir les contradictions de nos sociétés réputées démocratiques. Comme l'écrit Didier Fassin, la valorisation de la vie abstraite comme bien suprême n'empêche pas l'évaluation différentielle des vies concrètes. L'obligation internationale de protection des vies exposées à un risque mortel s'accommode de la répression des personnes ainsi menacées au nom du contrôle des frontières. La frontière est ainsi le lieu où s'affrontent deux conceptions de la vie, celle qui fait du respect de la vie réelle un principe supérieur, un droit inaliénable pour les exilés et un devoir inconditionnel pour les citoyens, et celle qui, au nom de la souveraineté de l'État, autorise à arrêter les exilés, à les contrôler, les trier et les renvoyer, quels que soient les risques qu'ils encourent alors. Merci.